Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Junik, président du groupe Vive et Vive 3. Bonjour, Bonjour. merci de participer à cette émission. Alors, pourquoi on vous interroge? Alors, oui, évidemment, on a envie de parler et de discuter avec le président du premier groupe mutualiste de France, mais c'est surtout parce que vous avez écrit un livre qui s'intitule La santé est un combat. La santé est un combat que vous éditez aux éditions du Cherche Midi. Alors, on se pose la question, c'est même par ce biais-là que je vais commencer entre guillemets notre échange, c'est pourquoi? Pourquoi écrire un bouquin? Tout d'abord parce qu'il y a un constat, c'est que la santé dans le débat public, elle est souvent réduite à des questions techniques et financières. Or, je considère que la santé est au cœur des transformations de notre société. Et donc, j'avais souhaité dans ce livre réhabiliter l'idée que la santé est un sujet de citoyenneté, que la santé est à la fois l'affaire de tous et de chacun. Et puis, je souhaitais apporter dans ce livre des preuves de l'action d'acteurs de terrain, d'acteurs mutualistes qui donnent des raisons d'être confiants dans l'avenir et puis de refaire de la santé un sujet de combat, parce qu'on le voit, ce qui est au cœur aujourd'hui de l'actualité, ce sont aussi parfois des régressions, des combats qui sont nécessaires à pouvoir porter pour permettre à ce que de nouveaux droits soient créés en matière d'accès aux soins et de santé. Bref, ce qui me fait avancer dans la vie, c'est d'ouvrir des pistes nouvelles, de chercher des idées, de lancer des projets qui font progresser le droit à la santé. C'est ce que nous faisons au sein du groupe Vive. Et donc, pour continuer, je trouvais intéressant que le livre soit une contribution qui nous permette en fait de refaire de la santé un levier concret de progrès social. Tout à fait. Alors, c'est assez intéressant. Vous avez dit qu'il y avait l'idée d'avoir une lecture un peu positive des choses, optimiste, hein, si c'était pour paraphraser un peu vos mots. Or, quand on lit le livre, quand même, on se rend compte que ça va être comme assez compliqué. Notamment, vous avez un chapitre que vous appelez Liberté, égalité, fraternité, santé. Alors, c'est que cette notion, en fait, en ce jeu de mots, entre guillemets, est-ce que vous avez le sentiment que le droit, je dis bien le droit de chaque citoyen à accéder à des soins est actuellement en danger? Alors, avant de répondre à votre question, je veux vraiment insister, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité qu'on puisse lier d'une manière très très forte euh, à la devise républicaine les enjeux de santé. Ouais, Le premier élément, c'est que on fête les 80 ans de la sécurité sociale. tout à Je fait. suis très attaché à notre modèle de protection sociale. Je pense que c'est un des meilleurs encore au monde. Et je pense qu'il est important de continuer à le défendre. Pourquoi? Parce que d'abord, l'idée de la sécurité sociale qui a transformé la vie des Français, notamment en donnant la garantie à chacun qu'en toutes circonstances, il dispose des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance, celle de sa famille, dans des conditions qui soient naissantes. Je considère aujourd'hui que la sécurité sociale encore est un modèle qui permet d'assurer une dignité à chacun grâce à la solidarité de tous et entre tous. Et quand on regarde le bilan, la sécurité sociale, bien sûr avec l'action des mutuelles, a permis à des milliers de personnes de sortir de la misère matérielle, d'accroître le niveau de vie. Elle a sauvé des femmes et des hommes au moyen d'un système de soins de qualité et en donnant la possibilité pour tous de bénéficier des fantastiques progrès de médecine. Et vous voyez, les résultats, ils sont là. La mortalité infantile a été divisée par 20 depuis 1945. Et surtout, moi, ce qui me frappe le plus, c'est que l'accroissement de l'espérance de vie dans notre pays a été spectaculaire. En 2024, un homme de 60 ans peut espérer vivre encore plus de 23 ans et une Oui. femme plus de 27 ans. C'est en moyenne près de 10 ans de plus qu'il y a 80 ans. Donc oui, j'ai souhaité dans ce livre partager le fait que nous avions un modèle qui était un modèle de protection sociale, un modèle de sécurité sociale qui était extraordinaire et que beaucoup nous envient. Donc je suis un militant de la solidarité Tout à et fait. notamment de la sécurité sociale. Mais pour répondre à votre question, est-ce qu'il est menacé? En tout cas, il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'accès à la santé et aux soins n'est pas effectif pour toutes et tous. L'une des inégalités les plus marquantes de ces dernières décennies, c'est le fait qu'il y a une disparité territoriale qui pèse aujourd'hui. Et d'ailleurs, le gouvernement a reconnu en 2023 que 87% du territoire national est un désert sanitaire. Tout à fait. Je vais vous donner un exemple. Plus de 20 ans après le vote de la loi de 1999, qui visait à garantir le droit d'accès pour tous au soulagement de la douleur et à des soins palliatifs en fin de vie, le constat, il est accablant. Vous avez de très fortes disparités spatiales d'accès
l'offre de soins palliatifs dans notre pays. Près de 30 départements, encore aujourd'hui, ne disposent toujours pas d'unités de soins palliatifs. Il y a donc besoin, en fait, de refaire des sujets de santé, des sujets de citoyenneté, mais plus encore des sujets de combat. C'est l'affaire de toutes et tous pour pouvoir défendre notre modèle, mais également permettre à ce que face à des inégalités, face à des éléments qui viennent perturber l'accès de tous à la santé et à la protection sociale, il est important de toujours rester mobilisé. Et c'est le sens de ce livre. D'accord. Donc il y a une notion de se réapproprier, vous parliez de notion de combat, de se réapproprier ces combats, ces luttes, à la fois de la part des acteurs, publics-privés, j'imagine, dans votre esprit, mais aussi du citoyen, qui pour le coup a Oui, été un petit peu, j'aimerais pas dire mis de côté, mais qui est resté un petit peu parfois sur le bord de la route. oui, exactement. Et en fait, j'essaie dans le livre de montrer que l'histoire de la santé, c'est pas l'histoire de la médecine, hein. L'histoire de Oui, la bien sûr. santé, elle s'est toujours nourrie de combats. Moi, il y a quelque chose qui m'a fortement frappé ces dernières années, et je pense comme vous, c'est la décision de la Cour suprême américaine de juin 2022 qui décrétait que le droit à l'avortement n'était pas un droit constitutionnel aux États-Unis. Tout à fait. Moi, ça m'a rappelé, on l'a vu d'ailleurs à travers des mobilisations de mouvements, pas simplement d'ailleurs des mouvements féministes, l'attachement à la loi Veil de 1975. Mais il faut se souvenir que avant le combat qui a été mené notamment au Parlement par Simone Veil, le sujet de l'IVG a été avant tout un combat et une mobilisation de femmes, mais aussi d'hommes, qui souhaitaient qu'il y ait un droit qui soit un droit reconnu en faveur du droit des femmes à disposer de leur corps et à maîtriser de leur fécondité. Ce que je veux dire, c'est que euh, notre histoire, elle a toujours été marquée par des avancées dans le droit à la santé, parce qu'il y a eu des mobilisations ou parce qu'il y a eu des combats. Je vais faire un petit pas de côté pour ne pas simplement rester sur un combat qui est du pur accès aux soins, ou en tout cas du pur domaine du ministère de la Santé. Les travaux de Claude Gau en 1972 a été pour moi un élément en tant que militant de la santé, hein, Ouais. extrêmement important. Claude Gau, dans les années 70, face au nombre de morts de la route qui était, je le rappelle à l'époque, hein, de 16 500 tués sur les routes chaque année, On en est 16 maintenant de 500. très très loin, ouais, maintenant. C'est incroyable, hein. Il s'était mobilisé sur deux choses. Tout d'abord, le port de la sécurité sociale, le port de la ceinture de C'est un sécurité. lapsus. Oui. Mais Un comme quoi bon, la hein. sécurité sociale est une bonne ceinture de protection. Ou un Ça, j'en ABS. suis en tout Voilà. cas convaincu. Mais le port de la ceinture, mais également le fait de limiter la vitesse et puis d'être dans des contrôles d'alcoolémie sur la route. Et on l'a vu à travers ces mobilisations qui ont été face aux lobbies, je pense notamment à certains lobbies industriels ou certains lobbies viticoles, qui ont nécessité donc qu'il y ait voilà une mobilisation de l'homme et de certains réseaux associatifs, je pense à ceux de la prévention, de la prévention routière, et qui ont produit leurs propres effets, puisqu'aujourd'hui, nous sommes à peu près sur 3100 personnes Oui. qui décèdent chaque année sur nos routes. 16 500 dans les années 70, 3100 personnes aujourd'hui. Il y a donc des mobilisations qui sont nécessaires. Et quand on parle de nouveaux droits en matière de fin de vie, quand on parle de la sécurité sociale alimentaire ou d'autres sujets qui nécessitent de créer de nouveaux droits, cela réhabilite l'importance du rôle et de la place des citoyens pour permettre à ce que le droit à la santé soit effectif dans notre pays, mais qui puisse également répondre davantage à des nouveaux droits pour répondre à de nouveaux besoins. Il y a aussi dans votre livre, je vous parlais tout à l'heure, vous pointiez entre guillemets un certain nombre d'avancées et d'inquiétudes aussi, hein, d'inquiétudes. La question de la solidarité nationale, c'est un sujet qui vous est très cher et qui est très cher globalement quand même aussi à l'Espace social européen et à ses lecteurs. On voit, par exemple, vous faisiez une parenthèse sur ce qui se passe aux États-Unis sur l'IVG. Alors, entre-temps, l'administration Trump est en train de complètement déstructurer la sécurité sociale américaine à vitesse grand V, avec cette notion qu'il n'y aura plus demain de solidarité, même de base, hein, aux États-Unis, pour que le droit à chacun, entre guillemets, de contribuer à son propre besoin prévaut. Est-ce que vous ne craignez pas qu'en France, à fort, alors, il y a une petite musique qui s'instaure, qui s'installe en se disant, bon,
Voilà, surtout dans le contexte, entre guillemets, budgétaire et organisationnel dans lequel nous sommes. Je suis très attaché aux solidarités et aux protections collectives, et en effet, je considère qu'elles sont aujourd'hui fragilisées. Il est donc important de pouvoir être attentif à les conserver. Et le débat sur l'avenir de la sécurité sociale, l'avenir de notre modèle de protection sociale, doit contribuer à bien maintenir dans les principes fondateurs de notre modèle français de protection sociale les principes de solidarité. Je le souligne parce que je, 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 je pense qu'il y a besoin de refonder l'articulation entre le régime obligatoire et les régimes complémentaires. Je pense qu'on doit J'allais laisser y venir. davantage de rôle et de place pour notamment les acteurs mutualistes pour permettre de venir prolonger la solidarité nationale. Mais quand on dit ça, on n'est pas contradictoire dans le fait de dire qu'on a besoin de conserver un modèle de protection sociale qui repose sur un socle de solidarité nationale puissant, fort, solide. Et puis l'autre élément sur lequel je veux insister, c'est qu'il y a bien sûr l'enjeu de la solidarité nationale et donc des protections sociales collectives qui sont à maintenir, mais je souhaite également qu'on soit attentif aux deux autres piliers des solidarités dans notre pays. Les solidarités familiales, Oui. qui pour moi sont des solidarités qui sont trop souvent négligées, sans le rôle des aidants familiaux notamment dans notre pays, nous ne pourrions pas faire face aux besoins d'accompagnement. Il y a donc besoin de pouvoir davantage conforter le rôle et la place des aidants et surtout permettre à ce que cette solidarité familiale puisse continuer à vivre. Nous avons aujourd'hui de la redistribution infrafamiliale qui reste parmi les plus importantes et sur lesquelles il est important de pouvoir apporter des éléments de garantie. Et enfin, le dernier pilier de notre modèle de solidarité, c'est les solidarités actives, c'est-à-dire la manière dont l'engagement, les actions d'aide et d'entraide qui existent dans nos quartiers, dans nos villes, ou même dans le cadre de la vie associative, comment nous reconnaissons davantage le rôle et la place des acteurs des solidarités actives qui on le voit en cas de crise, sont les acteurs qui permettent de maintenir du lien social. Bref, l'enjeu de la solidarité nationale, il est précieux, mais n'enfermons pas ce sujet à travers une approche qui est une approche technique, qui est une approche froide. Nous sommes sur des solidarités qui reposent également sur ce que j'appelle des solidarités chaudes, c'est-à-dire la solidarité familiale et bien sûr l'engagement des hommes et des femmes qui, notamment dans la vie associative, dans la vie mutualiste, dans également un quartier ou dans une ville, sont en capacité de créer des liens de solidarité et des liens d'aide et d'entraide. Alors, Stéphane, je vais vous poser trois petites questions. Il y en a une qui pourrait faire 3 heures de débat, mais je pense qu'on va essayer de la faire courte. La première, elle est assez simple. Vous avez parlé de l'articulation RO, enfin, AMO, AMC en l'occurrence. Forcément, il y a un biais qu'on est obligé de voir actuellement, c'est la redéfinition de l'articulation entre acteurs publics et acteurs privés. On en a fait des analyses, des rapports, ça fait 20 ans que tout le monde en parle, voire plus peut-être parfois, mais on a l'impression que les choses ne bougent pas. La question que je viens de poser, c'est est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard pour rectifier le tir? Non, mais je pense qu'on est aujourd'hui face au mur. C'est-à-dire que on a été amené au cours de ces dernières années à avoir des débats qui étaient peut-être nécessaires. Je pense notamment sur le sujet de la grande sécu, Oui. qui n'étaient pas pour moi des sujets qui permettaient de répondre aux enjeux de l'inflation des dépenses de santé qui seront encore plus importantes dans les décennies à venir, et surtout qui n'apportaient pas des éléments de garantie sur une pérennité d'un modèle qui reposerait simplement sur du financement public, donc de la pérennité d'un modèle pour asseoir d'une manière durable un modèle de solidarité, notamment dans l'accès à la santé. Donc on a éteint le sujet de la grande sécu. Certains, je vois, continuent à souffler Oui, bon. sur la flamme, mais sans véritablement déboucher sur, si on ne retient pas ce modèle, comment on répond à la question fondamentale
d'une meilleure articulation entre le régime obligatoire et le régime complémentaire. Donc je ne pense pas qu'il soit trop tard. Je pense que nous sommes à un moment, notamment où les finances publiques sont dans une situation de très forte tension, face à une obligation de pouvoir y répondre. Et je pense qu'il y a besoin de mettre ce débat d'une manière très, très sereine, non pas pour venir casser la sécurité sociale, mais avoir comme objectif comment nous sommes en capacité de garantir à travers cette complémentarité, cette meilleure articulation, comment nous sommes en capacité de pouvoir face aux enjeux de santé et de protection dans notre pays demain. Je vous donne un exemple. Je pense que en matière de prévention, on a davantage de choses à faire ensemble. Clairement. Davantage de choses à faire ensemble parce que la sécurité sociale a des programmes qui sont des programmes extrêmement pertinents, sur lesquels les complémentaires santé n'ont pas à intervenir, puisque le travail est parfaitement fait par l'assurance maladie. Mais sur un certain nombre de priorités, il serait, je pense, utile de pouvoir être dans un cofinancement, de pouvoir permettre à ce que l'action coordonnée entre l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire puisse se faire. Je vais vous donner vraiment un exemple. On le voit sur les campagnes de dépistage programmées. Moi, je trouve dommage, par exemple, que chaque année, nous n'ayons pas sur la communauté des adhérents de nos mutuelles un état des lieux, ou en tout cas un bilan sur la manière dont nos adhérents ont pu répondre à ces appels de campagne de dépistage du cancer programmés, qui permettraient à ce que nous puissions davantage accentuer les campagnes d'information de notre côté auprès de nos adhérents si nous avions un taux de participation qui était très faible. Je ne demande pas à ce qu'on ait accès à des données Non, qui non, soient mais des données on entend ce que vous voulez personnalisées, dire, évidemment, tout à fait. mais en tout cas qu'on puisse avoir une photographie qui puisse être une Coordination. photographie de la communauté de nos adhérents. Je trouverais ça parfaitement précieux. De la même manière, je considère, comme il existe un ticket un ticket modérateur pour les soins, que nous pourrions avoir demain un ticket générateur qui permettrait de reconnaître davantage les actes de prévention, avec derrière un cofinancement qui soit un cofinancement partagé entre l'assurance maladie et puis les complémentaires santé. Enfin, le dernier élément, c'est que au-delà de la prévention, je partage avec vous le fait qu'il y a probablement certains domaines où la contribution de l'assurance maladie n'est pas si importante et stratégique que ça. Est-ce utile encore que, en matière d'optique, l'assurance maladie participe au financement des soins en matière de santé visuelle? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ce soit demain des domaines qui soient des domaines pris en charge dès le premier euro par les complémentaires santé? Bref, le débat est important. Il y a besoin de clarifier cette articulation entre régime obligatoire et le régime complémentaire. Et je rappelle, ce débat, il n'est pas nouveau. Étienne Cagnard, quand il était président de la mutualité française à l'époque, portait déjà cette idée de l'importance du débat. Donc allons-y. Merci, ça se passe pour cette réponse. J'ai noté que vous avez vraiment brossé dans le sens du poil l'assurance maladie sur ces campagnes de prévention. Je pense que nos auditeurs dans les CEPAM doivent bomber le torse de s'entendre que nos amis mutualistes pensent qu'ils font un excellent travail. On n'a pas toujours le même constat. Non, mais Alexandre, moi j'ai toujours été En tout cas, très il y a très une clair. volonté, à défaut de la, Oui. Mais voilà. surtout, Alexandre, moi j'ai toujours été, je le répète et je dis pour une partie de vos auditeurs, j'ai toujours été un militant de la sécurité sociale. Ouais. Être mutualiste pour moi, ça n'est pas. C'est en ça où on est un assureur paradoxal. Hein. Parce que je n'ai jamais considéré que les intérêts des mutualistes devaient se faire au détriment de la sécurité sociale. C'est en ça où véritablement nous sommes, je pense, des acteurs extrêmement complémentaires. Allez, dernière petite question, Stéphane, parce que je vois le temps qui file et je ne vais pas vous prendre trop de votre temps. Une petite conclusion. Vous aviez dit quand même que vous étiez optimiste. Mais bon, quand on liste tout ce qui s'est dit depuis à peu près un quart d'heure, on se rend compte quand même que la pile est assez épaisse. S'il devait y avoir, par exemple, dans les prochains mois, les prochaines années, une avancée, un curseur qu'il faudrait avancer en priorité pour que on enclenche une dynamique qui ferait qu'on pourrait répondre à cette exigence d'accès aux soins pour tous nos Français. Lequel serait-il à vos yeux? D'abord, enfin, les uns et les autres, nous devons rester des acteurs engagés. Et donc, si nous considérons que les sujets de santé guideront demain les transformations de notre société,
parce que je pense qu'elles peuvent nourrir un vrai projet de société. C'est pourquoi je porte dans ce livre ces idées et ces convictions. Il est important de rester optimiste, de rester engagé, mobilisé. Sinon, un acteur n'est plus utile, n'est plus utile. Mais ça ne veut pas dire qu'en restant optimiste, il n'y a pas des combats à mener, parfois des coups de gueule à porter. Euh, donc oui, je suis optimiste parce que je suis un acteur qui est engagé, parce que je suis également à la tête d'un groupe où il y a 45 000 collaborateurs, 10 000 militants qui sont convaincus de l'importance du droit, de l'accès pour tous à la santé et aux soins. Donc il y a une part d'optimisme qui reste naturelle chez moi et on joue avec les contraintes en permanence. C'est aussi ça le rôle d'un dirigeant. Alors concrètement, une piste, c'est que ce serait quoi? Moi, je vous le dis, il manque quelque chose. Allez-y. Euh, c'est à l'État à fixer le cap. Moi, je pense que dans la période, on n'a pas besoin de moins d'État. Et d'ailleurs, on le verra à travers le débat sur l'évolution et la trajectoire économique et les évolutions budgétaires. Mais je pense que c'est à l'État de fixer le cap. Il nous manque aujourd'hui ce cap-là. Nous n'avons toujours pas la stratégie nationale de santé. 2 ans. Je vous Deux le ans pour cache l'avoir. pas. Je vous Oui, confirme. ben oui, Ouais, et je vous le cache pas. c'est fou. Alors, pour les professionnels de santé, pour les acteurs de santé dans les territoires, même je pense Ouais. pour les agences régionales ou les agences nationales, c'est un outil qui manque. Pourquoi? Parce que on attend à travers la définition des priorités sur les 5 ans qui viennent à pouvoir ensuite mobiliser l'ensemble des acteurs, dont les acteurs mutualistes. Donc c'est quelque chose qui manque et pour rester sur la tonalité de la prévention, c'est d'autant plus important que moi je suis prêt à ce qu'on puisse s'engager davantage au sein du groupe Vive avec l'ensemble des mutuelles, mais également à travers notre réseau d'offres de soins et d'accompagnement, pour être un acteur de prévention encore plus important. Aujourd'hui, on est sur 50 millions d'euros investis en matière de prévention. Et si on rajoute une partie des soins qui sont des soins réparateurs, conservateurs en matière de santé dentaire, on augmente également l'action en matière de prévention aux alentours de 80 millions d'euros pour le groupe. Moi, je l'ai toujours dit, je pense que pour nos mutuelles, l'objectif devrait être de mettre 2% des cotisations dédiées sur des actions de prévention. Mais ensuite, faut-il savoir quelles sont les préventions, les priorités sur lesquelles il est important d'investir conjointement pour permettre d'avoir une force de frappe en matière de prévention beaucoup plus puissante. Et c'est en ça où la stratégie nationale nous manque. Et donc j'appelle de mes voeux qu'on puisse l'avoir dans les prochains mois. Malgré l'instabilité politique, il est important de pouvoir sortir du brouillard. Oui. Merci Stéphane Junique. En tout cas, on vous rejoint sur cet appel. Ça fait 2 ans que dans mes éditos, je fais un compteur. Vous savez, comme il y avait le Doomsday compteur, comme d'armes, moi je fais ça aussi. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas de stratégie et de cap. Donc, vous voulez peut-être en 2027, enfin, d'ici là. En tout cas, j'invite nos auditeurs à lire votre livre. Donc, La santé est un combat aux éditions Le Cherche Midi. Alors, vous avez entendu Stéphane, il y a beaucoup de choses dedans. Il y en aura sûrement d'autres. Il a un petit peu teasé déjà un deuxième livre, j'imagine, un tome 2 qui pourrait paraître incessamment sous peu, peut-être. En tout cas, merci Stéphane Junique de nous avoir accordé un peu de votre temps. Et en tout cas, merci en tout cas à nos lecteurs de nous avoir écoutés. Et bah, écoutez, à très bientôt. Merci Merci Stéphane. Alexandre. Au revoir. Merci. Au revoir.